Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Cette fois j'ai repris l'habitude dans ce début octobre pour moi de lire des graphiques. En même temps j'ai mis pas mal de graphiques dans ma palle du mois de... Enfin, dans ma palle du pumpkin au global. Je vous ai montré ça en vlog et du coup à un moment donné il faut que je lise ces graphiques parce que sinon je vais pas respecter ma palle, vous voyez. Et il y a aussi des graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque. Honnêtement je suis allée au bout de ce que je pouvais repousser pour les garder un maximum chez moi. Au bout d'un moment, il faut les rendre. Il y en a déjà un que j'ai rendu sans pouvoir le lire parce que j'ai pas pu le prolonger. Donc ceux que j'avais, je me suis dit, je vais les lire, je vais filmer le délai graphique et comme ça je les ramènerai dans les temps à la bibliothèque. Et j'ai réussi à faire ça. Et donc c'est pour ça que je suis là devant vous avec cette update graphique aujourd'hui. Et je vais commencer par vous parler d'une saga que j'aimais bien au début. Et j'avoue là j'ai lu 3 tomes et je trouve que ça commence à un peu traîner en longueur, tirer en longueur pour pas grand chose au final. On a une histoire par tome, ce qui est pas ce que je préfère dans les BD. Et ouais, du coup là j'ai lu jusqu'au tome 9 et ça commence à faire un peu long, je trouve. Bref, cette saga c'est Complot à Versailles. Donc j'ai lu le tome 7, Madinina Hill aux fleurs de Carbone, Sessemia, Pierre Paoli et Angelili. Dans ce tome-là, on va en Martinique, il me semble. En gros, notre personnage principal qui est ici est une jeune fille qui vit normalement à la cour de Versailles. Elle est proche des gens de cette cour, avec le roi, les suivants, etc., etc. Elle est dans cet univers-là, on est dans les années fin 1600. Quelque chose comme ça. Et là, au début de ce tome-là, elle prend le bateau et elle va en Martinique. J'ai pas trop aimé le traitement des gens qui vivent en Martinique. On a vraiment cette vision des gens qui viennent de Versailles et qui sont en mode oh là là, mais ils sont en dessous, oh là là, mais ils sont arriérés. Les esclaves, enfin vraiment, alors je sais, est-ce que ce sont des esclaves, etc., etc. Vraiment, le traitement des esclaves, j'ai trouvé ça horrible à voir. Et ouais, cette différence qui est faite entre Versailles et la Martinique, c'est visible dans les tomes d'après et j'ai trouvé ça vraiment rabaissant pour les gens qui vivent là-bas à l'époque. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on a dans ce livre-là des personnages qui vivent en Martinique, mais vus uniquement par les gens de Versailles, vous voyez, comme si c'était pas vraiment des humains, enfin je sais pas, ça m'a vraiment dérangé. Donc ils vont là-bas sur place et évidemment, comme c'est toujours le cas avec notre héroïne, elle se retrouve au milieu d'un complot, au milieu de gens qui sont pas très gentils et qui en veulent à d'autres, etc., etc. Ça devient un peu répétitif, hein. Dans chaque tome, c'est ça, notre héroïne découvre un complot, constate que des gens veulent faire du mal, essaye d'aider, etc., etc., de résoudre le problème. C'est un peu toujours la même chose, je trouve. Dans le tome 8, qui est le frère caché, notre héroïne est de retour à Versailles. Et il y a un événement qui s'est passé à la fin du tome d'avant, que je vais pas vous spoiler évidemment, qui fait que quand elle revient à Versailles, tu vois encore plus l'écart d'éducation entre les gens de la Martinique et les gens de la métropole. Et j'ai trouvé ça vraiment dégradant en fait. Enfin, c'est... En gros, elle veut imposer les mœurs extrêmement strictes de Versailles à une personne qui a grandi en Martinique sans ces mœurs strictes. Et du coup, elle est en mode oh là là, mais quelle honte, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont dire, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est juger des mœurs différentes négativement, tu vois. C'est pas parce que là-bas, je sais pas, ils marchent pieds nus que c'est horrible, tu vois. Effectivement, en métropole, on marche pas pieds nus parce qu'il fait froid, parce que si, parce que ça. En Martinique, on marche pieds nus parce que bah, il fait chaud. Enfin, vous voyez. Mais, oh là là, il marche pieds nus, mais il est sale. Bref, ça m'a dérangé. Mais ici, c'est pas le cœur de l'histoire. De nouveau, on a un frère caché qui débarque et qui en veut à une famille en particulier. Et notre héroïne, avec son grand cheval blanc, va les aider. Vraiment, les histoires sont pas nulles et à lire, c'est sympa et je passe un bon moment et tout. Mais ouais, je trouve ça quand même très très répétitif quoi. C'est toujours elle qui enquête, c'est toujours elle qui voit les choses, c'est toujours elle qui entend les choses, c'est toujours elle qui a les infos. Au bout de 8 tomes, ça devient un peu lourd. Mais bon, écoutez, c'est la vie. J'ai quand même lu le tome 9 qui s'appelle La pièce maudite. Pardon, je vous ai pas dit, le tome 8 c'est de Carbone, Sessemia, Pierre Paoli et Angelili, c'est les mêmes, c'est pas toujours les mêmes. Le tome 9 par exemple, c'est de Carbone, Sessemia et Angelili uniquement, vous voyez. Et donc la pièce
maudite. Ici on va être dans une école pour jeunes filles qui vient d'ouvrir à l'époque et monsieur Jean Racine écrit une pièce de théâtre pour ces jeunes filles qu'elles vont jouer. Sauf que, comme le titre l'indique et comme je l'ai dit dans le vlog du week-end à 1000 d'ailleurs, eh bien ça va pas forcément se passer comme prévu pour ces jeunes filles et pour cette pièce. Celui-ci j'ai bien aimé, il y a moins ce côté grand scandale, grande enquête, il y a juste la fin qui est un peu précipitée, un peu en mode pif paf pouf, on sait pas trop comment faire mais on va faire comme ça et puis ça ira. Et c'est fini. Car un peu en mode c'est un peu trop rapide ce final et cette résolution de problématique. Mais voilà, en fait disons que ce que j'aimais bien au début à base de problèmes de cours, d'intrigues de cours de Versailles, devient un peu trop répétitif et ouais, on est au 9e tome là, je me demande un peu pourquoi on en a fait autant, vous voyez. Après c'est pas nul, hein, sinon j'aurais arrêté la saga. Ensuite, je vais faire un petit retour en arrière pour vous, c'est-à-dire que je vais revenir à des livres que j'ai lus avant le week-end à 1000. En fait, le tome 7 de Complot à Versailles, je l'ai lu avant le week-end à 1000 et le tome 8 et 9, je les ai lus sur le week-end à 1000 que j'ai vlogué et qui est disponible sur la chaîne. Et donc, entre le tome 7 et le tome 8 et 9 de Complot à Versailles, j'ai lu 2 autres BD. Bref, on s'en fiche. Donc, j'ai lu Mauve Bergamote, tome 1, Bienvenue à l'herboristerie de Grimaldi, Cécile et Pouplin. Et franchement, j'ai adoré cette ambiance. Non mais, en fait, rien que la couve te donne l'ambiance, cette ambiance un petit peu d'automne, mais pas forcément, c'est juste que moi je l'ai pris vraiment en mode cocooning automne et j'ai trouvé ça trop cool. En fait, dans ce livre, on va suivre donc cette jeune fille qui s'appelle Mauve et qui vit avec un homme qui a une tête de citrouille. On est clairement fantastique, évidemment. Et donc elle tient une herboristerie, ses parents ne sont pas là, elle vit vraiment uniquement avec cet homme, et ils tiennent une herboristerie, donc en fait leur planning c'est quelques journées ou demi-journées par semaine aller dans la forêt, aller chercher les herbes, les produits, etc. qu'ils ont besoin pour leur petite boutique. Et le reste du temps, c'est tenir la boutique pour vendre aux gens des remèdes, des plantes, etc. etc. C'est ça qu'on suit dans cette BD. Et un jour, il y a une jeune fille qui va venir un peu bouleverser l'équilibre de cette espèce de petite famille. Et Mauve le prend très mal. Mauve le vit très mal, elle n'est pas d'accord avec l'arrivée de cette jeune fille, mais l'homme qui vit avec elle trouve que c'est une bonne idée, qu'ils ont besoin d'aide au magasin, qu'il y a beaucoup de monde qui vient et que s'ils peuvent avoir de l'aide, c'est une bonne idée. Mais Mauve le vit vraiment très mal. Depuis toujours, elle vit toute seule avec cet homme, elle est habituée à son quotidien et ce changement, vraiment, ça va pas du tout pour elle. Et donc c'est ça qu'on suit, ce changement, comment ça se passe dans la vie, comment ça va, comment t'avances. Voilà. Moi, en tant que personne un petit peu introvertie et qui aime bien rester chez elle tranquille et qui adore son train-train et ses habitudes quotidiennes, je comprends tout à fait que ce changement, ça soit pas bien vu par Mauve. Mais je comprends aussi que tu peux pas toujours rester dans ton petit train-train quotidien et que c'est bien d'aller voir ailleurs, d'élargir tes horizons, de sortir de ta zone de confort, etc. etc. Enfin, franchement, j'ai adoré ce livre-là. Il faut absolument que je me renseigne pour le tome 2. Honnêtement, j'aurais bien aimé vous parler des tomes 1 et 2 dans un seul et même update, mais je suis prise par le temps et je dois rendre ce tome 1 à la bibliothèque. Donc, eh bien, je n'ai pas pu prendre le tome 2 pour vous en parler en même temps. Ce tome 1 est sorti en 2021. Non mais regardez, ça c'est la première planche. C'est pas trop beau? Enfin, franchement, j'adore. Bref. Donc voilà, faut que je trouve le tome 2. Et c'est une BD pour laquelle, par exemple, si j'arrive pas à trouver le tome 2 rapidement à la bibliothèque, eh bien je l'achèterai. Parce que j'ai vraiment envie de lire le tome 2. Ensuite, j'ai lu Le vaisseau d'Amélia, tome 1, Capitaine Arrowhead de B.C. Peter Schmidt. Et alors là, au début, je me suis dit, oulala, c'est pas pour moi. On est en science-fiction avec des vaisseaux, etc. Et au début, on ne t'explique que on te donne pas l'univers, on te donne pas d'infos sur comment ça fonctionne, qui, où, quoi. Non, on ne te donne rien. Tu suis juste les gens. Et il y a très peu de bulles au début, très peu de détails, très peu d'explications. Pour tout vous dire, encore aujourd'hui, je ne sais pas si la première scène que j'ai lue, c'est un rêve du personnage principal ou si c'est réellement arrivé. Je sais pas. Je sais pas, mais bref, ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est assez original, j'ai trouvé la mise en page, les dessins, la manière dont c'est fait.
Et en fait, voilà, sur les 15-20 premières pages, j'étais en mode oulala, je comprends pas grand chose, je suis pas sûre de continuer. Et puis tout en me disant ça, bah, je continuais quand même à lire. Et comme ça se lit quand même extrêmement vite, vu qu'il n'y a pas énormément de bulles, et bien rapidement je suis arrivée à la moitié. Et bah du coup j'ai fini le bouquin. En gros, on va suivre cette jeune fille, qui est là, sur la couverture, qui est la fille d'un grand pilote de vaisseau. On est dans un univers où les gens se déplacent en vaisseau, etc. Pardon, je me suis déplacée parce que la chaise faisait du bruit en tapant derrière. Je suis désolée si vous l'entendiez depuis le début. Bref, et donc cette jeune fille rêve de piloter les vaisseaux. Sauf que depuis que sa mère a disparu et décédée, on ne sait pas trop, à bord d'un vaisseau, son père lui interdit d'entrer dans le cockpit. Quand elle était petite, elle avait le droit d'entrer dans le cockpit, il avait même commencé à lui apprendre à piloter, etc., etc. Mais sa mère a disparu, et depuis, elle n'a plus le droit d'entrer dans le cockpit. Évidemment, maintenant, elle est rendue à un âge de pré-ado, où elle adore faire tout le contraire de ce que lui dit son père, et elle va un jour prendre les commandes d'un vaisseau, et ça va pas très très bien se passer. Voilà en gros ce qu'on suit dans ce tome 1. Franchement j'ai trouvé ça au final assez cool, c'est juste que j'aurais bien aimé une petite mise en contexte au début. En fait c'est le genre de bouquin où il faut vraiment avoir lu le résumé avant de le commencer, parce que le résumé te donne les bases et le contexte, ce qui n'est pas du tout le cas au début de l'histoire, vous voyez. Et j'aime pas trop ça. Mais là au final j'ai quand même réussi à le lire. Après je sais pas de quand date ce tome 1, 2024. Donc mars 2024. Donc peut-être qu'on a le tome 2. De toute façon, je vais regarder s'il y est à la bibliothèque. Hein. Quand je vais ramener les BD, je vais rentrer dans la bibliothèque et puis je vais regarder si je peux trouver d'autres choses, etc. J'aimerais enfin aussi trouver, ça n'a rien à voir, mais les Mélusines, parce que j'ai toujours pas trouvé la fin des Mélusines. Ils les ont déplacés dans la bibliothèque et il faut que je demande où ils sont. Mais la dernière fois que je suis allée, je suis retombée sur la personne qui m'a extrêmement mal parlé. Donc je ne lui parle plus, je ne lui demande plus rien à cette personne, puisque j'ai pas envie de me faire envoyer bouler. J'ai pas envie qu'elle me réponde « Bah ils sont là !» avec cette voix vraiment cette voix de personne administrative insupportable. Bref, donc je chercherai le tome 2 quand j'irai à la bibliothèque, et si je le trouve, bah je le lirai. Mais a priori on est sur une trilogie, donc ça serait bien que je trouve les tomes 2 et 3 en même temps pour vous en parler en même temps. À voir. Et enfin, le dernier graphique pour cette update, c'est l'imagerie des dragons. Faut que je regarde à l'intérieur pour savoir de qui c'est. Donc conception Émilie Beaumont, texte Christine Sagnier, image Sophie Toussaint, Bruce Millet, Isabella Missot, Caroline Esnard et François Ruyer. Ça fait beaucoup de monde effectivement. Et franchement j'ai trouvé ça hyper cool. En gros, je l'ai dit dans le vlog du week-end à 1000, sur la première moitié du livre, on a un espèce de catalogue des types de dragons qui existent, sachant que c'est pas exhaustif, hein, il n'y a pas tous les dragons de l'imaginaire évidemment, parce que tu peux imaginer les dragons de tout et de n'importe quoi. Donc voilà, il y a une espèce de catalogue comme ça avec une mini-histoire sur chaque dragon qui donne ses caractéristiques, où il vit, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est dangereux, etc. etc. Et l'autre moitié, c'est l'histoire du dragon d'or, que franchement j'ai trouvé très cool, parce que dans l'histoire du dragon d'or, le dragon est littéralement le gentil et la princesse à sauver est littéralement la méchante. C'est rare de voir ça, et encore moins dans des livres jeunesse. Tu peux trouver ça dans des livres young adultes, dans des livres adultes, mais la princesse méchante en jeunesse, ça arrive jamais. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a plein d'autres livres dans cette collection là, comme je vous l'ai montré aussi dans le vlog du week-end à 1000. Je pense que je vais essayer de regarder en détail ce qu'il y a, et peut-être de... s'il y a d'autres créatures fantastiques comme ça, peut-être de trouver, genre il y a les chats, ça m'intéresse pas, les animaux de la ferme ça m'intéresse pas, mais peut-être qu'il y en a un ou deux autres qui peut m'intéresser, genre il y a l'imagerie du fantastique, ça m'intéresse. Vous voyez, donc je vais peut-être essayer de les trouver. Après c'est des vieux livres, hein, donc je les trouve d'occasion évidemment. Je sais pas de quand date ce livre. C'est pas marqué, il y a marqué dépôt légal à la date de parution. Genre c'est vraiment écrit comme ça. Du coup, 2008. Groupe Fleurus 2008. Voilà, 2008 ça a pas l'air si vieux, hein, mais ça a quand même quasiment 20 ans le truc. Hein. Bref, en tout cas, je pensais pas autant aimer. Je l'ai dit plusieurs fois quand je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Et au final j'ai bien fait parce que je me suis éclatée avec
ce petit livre jeunesse du haut de mes 32 ans. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces BD là, et pour tout vous dire, je pense que ma caméra est en train de surchauffer et qu'elle va pas tarder à s'éteindre parce que le soleil tape quand même aujourd'hui et qu'elle aime pas trop ça. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.